Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde à l'occasion d'un anniversaire un peu spécial pour la gauche. Il y a tout juste 100 ans, du 25 au 30 décembre 1920, avait lieu le congrès de Tours qui marquera durablement l'histoire de la gauche française, comme le moment de la scission de la SFIO et l'acte fondateur du Parti communiste français. Ce moment arrive, vous le savez tous, au sortir de la Première Guerre mondiale et à quelques années de la crise de 1929. 100 ans plus tard, nous faisons à nouveau face à une série de crises majeures, sanitaires bien sûr, économiques et sociales, terroristes également. Quelle gauche pour faire face à ces défis et quels enseignements tirer du siècle écoulé? C'est autour de ces questions que nous avons invité à échanger pendant l'heure qui vient. Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, Bonjour. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, Clémentine Autain, députée de la France insoumise, et Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Donc merci à tous d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous proposais de commencer donc sans tarder, mais en se tournant d'abord sur un petit retour sur ce pan de l'histoire qui, je le disais, a marqué l'histoire de la gauche. Je me tourne d'abord vers vous, Fabien Roussel. Vous fêtez donc le centenaire de votre parti cette année. Comment le besoin de communisme qui s'est alors exprimé résonne-t-il aujourd'hui à vos yeux? Le Parti communiste français est né déjà sur les cendres de la Première Guerre mondiale et dans une profonde aspiration à ne plus revivre une telle guerre et pour bâtir un monde de paix en contestant déjà un système capitaliste qui avait tendance à opposer les peuples entre eux. Et d'ailleurs, la manière dont le conflit de la Première Guerre mondiale a été réglé a contribué à faire naître la Seconde Guerre mondiale. Donc, nous étions à l'époque déjà dans le vrai en appelant à la coopération entre les peuples plutôt qu'à leur mise en concurrence et à leur faire payer le prix de la guerre. Le Parti communiste français, tout au long de ses 100 ans d'histoire, a beaucoup contribué à la paix, à la lutte pour l'indépendance des peuples, le peuple d'Algérie, le peuple sud-africain, la libération de Nelson Mandela, le Vietnam, le Chili. Ce sont les combats internationalistes du Parti communiste français, mais il a été aussi à la pointe des combats pour le mouvement ouvrier. Il était à l'origine ou un des principaux acteurs des grandes conquêtes sociales en 1936 avec Maurice Thorez, Blum, dans la résistance pour la liberté, pour la République, mais aussi à la reconstruction de la France dès 1945 dans le gouvernement du général de Gaulle avec les grandes conquêtes, la sécurité sociale, le système de retraite, mais aussi le droit de vote des femmes, puisque c'est Fernand Grenier qui a déposé l'amendement en 1944 pour instituer le droit de vote des femmes. Et puis toutes les conquêtes d'après-guerre, 68 avec les comités d'entreprise, jusqu'à la victoire de la gauche en 81, et avec le score réalisé par Georges Marchais à l'époque, qui contribue à ce que François Mitterrand l'emporte en 81 face à Valéry Giscard d'Estaing, dont on parle beaucoup en ce moment. Cette histoire-là, l'histoire du Parti communiste français en France, indique que quand le Parti communiste français est fort et influent dans ce pays, il arrive à conquérir des droits nouveaux pour le monde du travail, et des grandes conquêtes sociales qui existent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, avoir une carte de la sécurité sociale dans sa poche, c'est un peu comme avoir une carte du Parti communiste français. Voilà, ça fait partie de l'histoire de France et nous sommes fiers que notre parti ait contribué à cette grande histoire et ces grandes conquêtes qui aujourd'hui montrent toute leur utilité dans cette crise sanitaire, économique. Nous voyons bien que les services publics, un système de sécurité sociale et de protection sociale tel que nous avons en France, le modèle social français auquel nous avons participé, nous n'en sommes pas les seuls, nous n'avons pas le monopole, pour lequel nous avons fortement poussé pour qu'il en soit à ce niveau et que nous avons défendu, mais ce modèle social nous protège beaucoup les Français de cette crise sanitaire qui s'est abattue sur nous et dans beaucoup de pays. Alors, on reviendra évidemment sur ces aspects un petit peu plus tard, mais d'abord, Olivier Faure, c'est aussi un moment fondateur pour votre courant politique, ce congrès. Quel regard portez-vous sur cette rupture historique? Alors, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes issus des mêmes racines, nous avons le même tronc, même si ensuite les branches ont divergé et
ne se sont jamais complètement retrouvés, même si, Fabien vient de le rappeler, les grandes conquêtes dans ce pays sont liées aussi au rassemblement de la gauche, Front populaire, 1981, la gauche plurielle, bref, tous ces moments où la gauche a réussi à dépasser ses propres antagonismes, ses propres divergences qui existent, mais qui la fragilisent aussi dans sa volonté de conquête, non pas pour elle-même, mais pour celles et ceux que nous avons toujours eu la volonté de servir. Donc, nous sommes issus de la même matrice, même si nous avons apporté des réponses différentes au cours du siècle qui vient de s'écouler. Pour moi, la réalité, c'est que, sans vouloir être un historien du Parti communiste, c'est que depuis bien longtemps, cette rupture entre socialistes et communistes est une rupture qui n'a plus de sens. Et d'ailleurs, ce n'est pas un événement récent, mais même à l'instant, Fabien parlait de l'après-guerre et de la participation des communistes dans le gouvernement de libération. La réalité, c'est que à l'époque, l'Union soviétique, ses dirigeants français, de bien vouloir entamer au lendemain de la libération, d'entamer en fait la révolution dans ce pays qu'ils considèrent comme étant un pays qui est mûr pour devenir un parti, pour devenir communiste, avec un parti communiste qui est puissant, qui entraîne les forces sociales et donc qui est très largement dominant à gauche. Et c'est Maurice Thorez qui fait un choix différent et qui explique à l'époque que non, en fait, ça ne se passera pas comme ça et qu'il va participer à un gouvernement. Il va voir ensuite le général de Gaulle et il lui dit, voilà, il y a deux possibilités, soit on s'affronte, soit on reconstruit ensemble ce pays. Et le choix qui a été fait à ce moment-là par Thorez comme par de Gaulle, c'est en fait de reconstruire ensemble. Et c'est le choix fondamental finalement d'une forme de réformisme. J'entends bien que c'est un parti qui reste révolutionnaire dans sa conception, dans sa volonté de transformation. Mais l'outil qu'il utilise, c'est l'outil démocratique. Ce n'est plus depuis très longtemps, et on pourrait dire depuis 1946, en tout cas, ce n'est plus l'outil de la révolution par les armes. La volonté, c'est de s'inscrire dans une république, dans le suffrage universel, et c'est aussi comme ça que nous avons ensemble conquis à de nombreuses reprises des droits nouveaux pour les salariés. Donc, c'est à la fois notre histoire, mais je crois qu'elle est maintenant largement dépassée, et même si il y a des divergences qui justifient pleinement le fait qu'il y ait des partis différents à gauche, ce qui ne se justifierait plus aujourd'hui, c'est de considérer que nous sommes irréconciliables. Je crois tout le contraire. Clémentine Autain, Olivier Faure parlait du communisme et de son influence en partie. Il a effectivement, longtemps après-guerre, été le courant majoritaire à gauche avant de refluer à partir de 78. Est-ce que cette forte influence a laissé pour vous une empreinte dans la gauche française et qu'est-ce que vous en retenez ? Je suis convaincue que pendant une grande partie du XXe siècle, au fond, le Parti communiste français a été la principale expression politique du courant plébéien qui est né pendant la Révolution française. Et pendant plusieurs décennies, le Parti communiste a contribué à la politisation du monde populaire sur la base de valeurs, d'égalité, de partage des richesses, de solidarité. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'il a marqué la gauche et la gauche a permis de cristalliser l'espoir au sein des catégories populaires parce qu'elle s'est appuyée sur un parti communiste qui avait cet ancrage tout à fait fondamental. Alors, pour des raisons à la fois externes, qu'on imagine bien, je pense en particulier aux expériences de type soviétique qui ont gravement échoué et impacté évidemment sur les partis communistes un peu partout et évidemment ensuite en France, et aussi pour des raisons internes, le parti communiste s'est affaibli. Et ses liens avec la société, le mouvement social, le monde intellectuel et culturel s'est distendu. Son réseau d'élus, de fait, s'est aussi a fondu. Et à mon sens, le problème, c'est que sa perte d'influence a eu une répercussion négative sur la coloration de toute la gauche, parce qu'aucune force n'a, à la fin du XXe siècle, réussi à prendre la place du Parti communiste français. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de réfléchir à ce que le Parti communiste a pu apporter au sein de la gauche tout au long du XXe siècle, parce que, comme point, je veux dire, positif, au sens où je m'inscris dans cette histoire, dans ce que cela doit se reproduire aujourd'hui
dans une nouvelle force qui retrouverait quelque part ce qui a été la force du Parti communiste français. Je m'explique. Je pense pour moi que l'apport du PCF, ça a été, l'apport positif du PCF, ça a été d'abord le sens d'une politique fondée sur l'humain, sur la vie, pas sur l'argent, le profit, le maintien d'une culture de la révolution, contre vents et marées, mais au sein des militants communistes et du Parti communiste français, il y a cette culture de la révolution. Et plus profondément, moi, ce que je retiens, c'est vraiment la tension, en deux mots, la tension entre une radicalité de projet et la recherche de dynamique majoritaire. Et c'est peut-être en ça que je me sens le plus communiste dans cette tradition, dans la filiation, dans la part de filiation que je peux avoir avec la culture du Parti communiste français. Pour moi, c'est vraiment cette tension que je trouve passionnante, qui dit d'abord l'ancrage dans le monde populaire, qui à la fois a besoin de ce souffle de transformation profonde et aussi de dégager des solutions concrètes et pas simplement de rêver une révolution, mais de donner concrètement la possibilité à des ruptures de s'opérer, donc d'améliorer les conditions de vie du monde populaire au sein duquel le Parti communiste avait cette influence indispensable pour des victoires à gauche. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous tout de suite après, Fabien Roussel, mais d'abord, je voudrais entendre Julien Bayou parce que votre formation est bien entendu beaucoup plus jeune, mais cette histoire qui a été émaillée de grandes conquêtes sociales, est-ce qu'elle vous inspire aussi aujourd'hui? Évidemment, évidemment. L'objet de l'écologie politique, c'est le bien-être, c'est l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. Et c'est le fait de prendre des décisions qui permettent ce qu'on appelle une vie authentiquement humaine sur Terre. La dignité en fait partie, évidemment. Et donc, les conquêtes sociales nous ont toujours, évidemment, inspirés et nourrissent notre engagement. Et moi, j'y suis aussi sensible à titre personnel, issu d'une famille de gauche, même très à gauche, puisque porteuse de valises pour ma mère et enseignant et même député SFIO. Je retrouvais une photo où mon grand-père de gauche votait pour la loi IVG portée par Simone Veil. Le distinguo important, par contre, c'est que la construction de l'écologie politique, en fait, elle s'est faite contre le productivisme et non pas sur un clivage forcément gauche-droite, en fait, ou en tout cas pour le renouveler. Le paradigme, c'est sortir du productivisme. Et donc, évidemment, ça nous a amené à nous opposer par le passé aux communistes ou à la social-démocratie qui, dans son logiciel, peut avoir besoin du productivisme, de la croissance pour la répartir et donc de temps en temps, enfin nécessairement a besoin de la croissance pour répartir les fruits de cette croissance et a du mal mais je dis avait plutôt du mal parce que les choses évoluent très très vite à considérer autre chose que la croissance infinie dans un monde fini, ce qui physiquement n'est pas possible. Donc on a vraiment une belle histoire, je crois, de lutte commune, même si on a pu donc se chamailler sur beaucoup de points, évidemment. On a une belle histoire de lutte commune, le féminisme, les droits sociaux, l'humanisme, les libertés publiques, et nous étions encore ensemble, évidemment, il y a 2 samedis, pour alerter sur la liberté de la presse et cet article 24, la loi dite sécurité globale. C'est vraiment le pilier sur lequel construire les victoires prochaines. Mais voilà, le problème, c'est le productivisme pour nous et le fait de ne pas pouvoir penser la justice sociale ou la redistribution en dehors d'un modèle productiviste. Donc nous, on porte une alternative, l'écologie politique, dont l'ELV n'est pas propriétaire, certainement pas. Et simplement, on est déterminé sur le fait que pour offrir une alternative on va dire, au libéralisme thatchérien de Macron ou à l'extrême droite, eh bien, il faut que le cœur du projet soit autour de l'écologie. Ça ne veut certainement pas dire demander aux gens d'arrêter d'être sociodémocrates ou communistes ou insoumis, mais le fait de travailler ensemble à une coalition à vocation majoritaire. Et j'irai même plus loin, parce que là, on parle beaucoup de la gauche. Mais je pense qu'il s'agit aussi d'aller s'adresser ou convertir ou accompagner des gens qui ne se réclament pas de la gauche, peut-être même qui se réclament de la droite, mais qui mesurent aujourd'hui, peut-être avec la crise sanitaire, l'impossibilité de ce projet capitaliste sans limite. Et donc, il y a un enjeu
c'est aussi comment parler aux gens, finalement, issus de tous bords, y compris de la droite, et pourquoi ne pas les amener à voter écologiste ou pour cette coalition à vocation majoritaire, puisque maintenant elles sont convaincues de l'urgence écolo. Je crois que c'est vraiment une question qu'on doit se poser dans les prochains mois. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on revienne effectivement sur cette question de la conquête du pouvoir et de l'implication des classes populaires d'ici quelques minutes. Mais d'abord, on le voit, déjà beaucoup de thèmes ont été abordés, productivisme, radicalité, le lien réforme-révolution, autant de questions qui sont peut-être rendues encore plus aiguës par la multitude de crises que nous vivons et dont je parlais au début de cet échange. Fabien Roussel, vous pouvez bien entendu réagir à ce qui a été dit précédemment, mais j'aurais aussi souhaité vous entendre sur la question du processus révolutionnaire aujourd'hui dans un monde où on voit des multinationales notamment peser désormais autant, voire plus que des États. Oui, alors je réagis à ce que vient de dire Julien sur le productivisme, parce que le productivisme qu'a toujours dénoncé le Parti communiste français, hier comme aujourd'hui, c'est celui c'est celui du capital qui exige toujours plus. Et aujourd'hui, notre société, comme hier, elle souffre d'une surrémunération du capital et d'une sous-rémunération du travail. Je veux illustrer ces propos, par exemple, avec Danone, qui engage un plan de licenciement, 2000 suppressions d'emplois, parce que les actionnaires exigent 15% de marge sur ce qu'ils vendent, sur les produits, sur les yaourts. Et on a ça dans un tas d'activités industrielles où c'est le niveau, le taux de marge très élevé exigé par les actionnaires, les financiers, la rémunération du capital. C'est un taux qui est tellement élevé qu'aujourd'hui, ça coûte cher à l'emploi, ça coûte cher pour le climat, parce que pour cela, il va falloir épuiser les ressources naturelles, faire des importations par camion, et ça va épuiser aussi, affaiblir l'État, notre souveraineté économique, nos recettes fiscales, et cette surrémunération du capital, c'est ce que nous dénonçons. C'est bien pour ça que nous voulons remettre en cause le capitalisme, pour faire en sorte que les richesses que nous produisons, nous puissions les produire autrement. Donc nous appelons à une révolution de nos modes de production pour produire autrement des richesses, de telle sorte que nous n'épuisions plus ni les hommes et les femmes, ni la planète, nos ressources naturelles. Et donc il faut réinventer complètement nos modes de production. Ça veut dire des normes environnementales nouvelles, une réduction du temps de travail, une égalité salariale stricte et une répartition du pouvoir à parité égale entre les hommes et les femmes. C'est de nouveaux droits pour les salariés dans les entreprises afin qu'ils puissent peser sur les décisions. C'est des questions donc démocratiques qui sont posées. Donc tout ça, ça nous appelle donc à une vraie révolution dans l'économie, dans les nouveaux modes de production que nous devons mettre en place pour répondre aux défis écologiques, mais en même temps aux urgences sociales qui se posent dans notre pays. Et c'est bien en cela que le Parti communiste aujourd'hui et le communisme aujourd'hui restent pour nous d'une actualité brûlante, parce que nous voulons répondre à ces deux urgences climatiques et sociales, tenir les deux bouts en même temps en remettant en cause la finance et les exigences du capital sur nos pays, sur nos vies. Nous l'avons fait de différentes manières au cours de notre histoire, mais l'économie n'était pas la même, les besoins n'étaient pas les mêmes, et les questions écologiques n'étaient pas les mêmes, et elles n'étaient même pas du tout posées au début du siècle. Il est clair que des élus écologistes, des associations ont tiré tôt la sonnette d'alarme sur ces questions-là, et ils étaient seuls au départ, dans les années 70, à poser ces questions qui sont aujourd'hui urgentes, auxquelles il faut apporter des réponses urgentes. Mais nous disons bien que pour pouvoir répondre à ces deux urgences sociales et écologiques, il est incontournable de remettre en cause la domination des marchés, la domination de la finance, du capital sur l'économie. Et donc ça nécessite pour nous, et c'est le levier essentiel
pour pouvoir remettre en cause cette domination, c'est la démocratie. C'est de retrouver le pouvoir sur tous les lieux de décision, sur les banques, dans les conseils d'administration, dans les milieux d'affaires, dans les entreprises. Il faut faire vivre à chaque fois la démocratie pour que ce ne soit plus la finance qui décide, mais bien nous, et dans l'intérêt de la population. Je finirai en disant un mot, justement, une manière de répondre aussi à Olivier Faure, c'est que la gauche, elle a aussi déçu quand elle a tourné le dos à ses aspirations. Et quand François Hollande gagne l'élection de 2012, notamment en disant « mon ennemi, c'est la finance », il disait après « mais ils n'ont pas de visage, on ne les connaît pas, et c'est la finance ». Mais nous disons « si, on les connaît ». Je peux vous donner leur adresse, je peux vous donner leur nom, mais on les connaît, ceux qui aujourd'hui défendent la finance et travaillent pour la finance. Et le problème, c'est qu'on ne s'y est jamais véritablement attaqué à eux. On ne leur a jamais repris le pouvoir. Ils l'ont conservé tout le temps. Et donc, le problème, c'est ça, c'est d'avoir le courage de trouver enfin une gauche qui aura le courage véritable, sincère, d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de leur reprendre le pouvoir pour mettre l'argent au service de l'être humain et de la planète. Et c'est tout le défi révolutionnaire que nous voulons faire. Et comme l'a dit Clémentine, pas dans une volonté de prendre le pouvoir tout seul, et je pense que personne à gauche ne peut le dire, mais dans une dynamique de rassemblement majoritaire avec les gens. Et c'est véritablement ce qui a structuré tout au long de sa vie l'ambition du Parti communiste. C'est de travailler avec d'autres, souvent avec d'autres forces de gauche, parfois même avec des gaullistes, en 1945, mais toujours dans cette volonté de travailler avec d'autres pour créer un rassemblement majoritaire si, au final, c'est l'intérêt du peuple et de la nation qui domine. Alors, je vois les uns et les autres que vous brûlez d'échanger sur la question du rassemblement. Je vous propose de patienter juste encore un petit peu, puisque je voulais d'abord revenir effectivement sur la façon dont on peut relever sur le fond, par quel mécanisme les défis que les différentes crises posent aujourd'hui. Vous, Clémentine Autain, vous avez par exemple coutume de dire qu'il faut créer un nouvel imaginaire après les défaites idéologiques des dernières décennies notamment. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là? En quoi consisterait cet imaginaire? Oui, je pense qu'en effet, on a besoin d'un nouvel imaginaire. Alors d'abord, il faut peut-être se mettre d'accord sur ce que ça recouvre. Ça a trait au fond du projet politique que nous pouvons porter au XXIe siècle, qui forcément n'est pas celui du XXe siècle, et j'y reviendrai. Ça joue aussi sur les mots, puisque les mots sont toujours raccordés à l'époque, et on a vu après notamment le quinquennat de François Hollande, la difficulté qu'on avait autour du mot gauche, qui était du coup incarné par une politique jugée par beaucoup, notamment dans le monde populaire, comme une politique de droite. Donc le mot lui-même a perdu, je dirais, de sa substance, de son sens. Je prends le mot gauche, mais en fait, bien d'autres mots forcément ne sont plus d'époque, ne recouvrent pas un imaginaire. Voilà. Alors après, on a toujours deux choix, soit reprendre un mot et le réinvestir, je pense en particulier au mot gauche, ou d'autres mots à inventer pour dire quel est notre horizon, quelle est notre vision, parce que la politique, c'est un programme, mais la politique, c'est avant tout, me semble-t-il, une capacité à raconter le monde et à se projeter dans une vision pour l'avenir. Et puis enfin, c'est la question de l'incarnation. L'imaginaire, ce sont aussi les figures qui incarnent nos luttes, notre projet politique. Et là aussi, ça a bougé, puisque si on pense à ce qu'était la figure du mouvement ouvrier au XXe siècle, on imagine un ouvrier blanc de l'industrie automobile, par exemple, qui habite dans des banlieues rouges. Et aujourd'hui, les figures du prolétariat contemporain, ce sont davantage des caissières, donc des femmes de supermarchés, ce sont des jeunes livreurs de chez Deliveroo, ce sont donc des jeunes, ce sont par exemple encore des personnes issues de l'immigration ou immigrées directement qui travaillent dans le bâtiment. Donc on n'a pas le même visage, et donc ça aussi, ça chérit un autre imaginaire. Mais
et du coup, ça va entrer en cohérence, en tout cas, résonner avec ce que disait Fabien tout de suite, c'est qu'il me semble que l'impact le plus important du point de vue de l'imaginaire de notre époque, c'est l'écologie politique qui vient quand même bousculer ce qu'a été la tradition du mouvement ouvrier dans son approche historique qui cherchait à produire et surtout qui cherchait à partager ce qu'on avait produit. C'est-à-dire que la question du XXe siècle était comment répartir les fruits de la croissance, les fruits de la richesse produite. Or, aujourd'hui, la question révolutionnaire, elle est, me semble-t-il, pas simplement de savoir comment on partage ce qu'on a produit, mais de savoir qu'est-ce qu'on produit et qui décide de ce qu'on produit. Et dans le qu'est-ce qu'on produit, c'est la question des besoins, c'est-à-dire comment faire correspondre ce qu'on va décider de fabriquer avec ce dont nous avons réellement besoin. Et là, le capitalisme est très créatif de ce point de vue, puisque nous invente toute une série de besoins superflus pour nous faire consommer toujours plus, acheter, consommer. Et c'est là où d'ailleurs se rencontrent les enjeux capitalisme et écologie. Et donc, l'imaginaire, forcément, il en ressort différemment. Et je pense que l'écologie n'a toute sa charge critique et éthique que si, précisément, les dévastations de la terre, la destruction de l'écosystème est comprise comme la conséquence d'un mode de production, et donc d'un mode de production capitaliste. Et si on part bien du capitalisme, on arrive immanquablement à l'écologie politique qui amène à radicaliser la critique du capitalisme. Mais en revanche, on pourrait, et ça c'est peut-être une question que je voudrais dans le débat aussi discuter avec Julien Bayou, je pense souvent à cette phrase d'André Gortz, qui moi m'a beaucoup alimenté sur l'écologie, mais pas seulement, qui dit « Si tu pars en revanche de l'impératif écologique, tu peux aussi bien arriver à un anticapitalisme radical qu'à un pétainisme vert, à un écofascisme ou un communautarisme naturaliste. L'écologie, il le dit, n'a toute sa charge critique et éthique, comme je vous l'ai dit tout là, que si justement on arrive à bien comprendre que toutes ces dévastations proviennent d'un mode de production et que donc on critique ce mode de production. Et je trouve l'alerte de Gortz très intéressante parce que soit l'écologie se situe en dehors de cette histoire de la gauche qui critique le mode de production, et là, au fond, elle peut se retrouver dans des endroits qui n'ont plus rien à voir, en effet, avec les principes humanistes, démocratiques que nous avons historiquement défendus. Pas toujours brillamment, on peut toujours balayer devant notre porte, mais enfin qui font partie, je dirais, de notre tradition politique. Et c'est un peu ça qui se pose, à mon avis, à l'écologie. Mais côté gauche, de notre gauche, il faut qu'on balaye devant notre porte par rapport à cette question parce que c'est ça qui va nous permettre de dégager un nouvel imaginaire. Je parle de l'écologie, mais je pourrais parler, je n'ai pas beaucoup de temps, mais avec tout autant de force, de l'impact du féminisme. Parce que là aussi, ça complique un peu la tâche. Historiquement, quand on est d'une culture marxiste, matérialiste, classique, je dirais qu'on a pensé le monde en termes de lutte des classes avec des dominants et des dominés qui là sont bousculés. Parce que vous vous souvenez du débat dans les années 68, on se demandait si une bourgeoise qui avait été violée était d'abord une bourgeoise ou d'abord une femme victime violée. Et donc, ça aussi, ça bouscule, je dirais, ce qu'est la tradition à gauche dans les rapports d'exploitation qui se trouvent complexifiés par l'arrivée du féminisme tout au long du XXe siècle, avec une révolution impressionnante, mais notamment à partir des années 68, et avec lui aussi le combat antiraciste qui nous pose tout autant ces questions par rapport à une vision classique des modèles d'exploitation. Donc, je pense vraiment qu'il faut qu'on travaille ces questions. Et je n'ai pas le temps de dire plus, mais un dernier mot juste sur… Voilà, tout dernier, c'est que je pense que dans notre imaginaire, et notamment par rapport à l'extrême droite, parce que notre imaginaire, il doit aussi bien opérer contre le libéralisme économique, mais aussi contre la xénophobie, l'autoritarisme de l'extrême droite. Et là aussi, je pense qu'on a des choses à bien rechercher parce qu'on se cherche et qu'on se divise d'ailleurs à gauche là-dessus sur le rapport à la nation, à l'Europe, au monde dans un cadre de globalisation. Et là, je crois qu'on n'y est pas encore tout à fait dans quelle est la vision, la projection qu'on a du monde et de la façon dont on appréhende l'Union européenne. Je pense que là, on a des débats stratégiques importants, mais qui sont aussi des débats d'imaginaire. Le moment où l'extrême droite veut tout fermer, je pense qu'en termes d'imaginaire, comment nous, on est capable de dire qu'on veut l'ouverture, mais que cette ouverture, ce n'est pas l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, et ce n'est certainement pas la globalisation néolibérale.
Merci. J'en profite pour me tourner vers vous, Julien Bayou, puisque Clémentine Autain vous interpellez, mais aussi parce que vous estimez que l'écologie doit être le nouveau paradigme. Est-ce que cela signifie y subordonner l'ambition sociale, voire de rupture avec le système dont la gauche a été et est porteuse? Pour répondre, pour être un peu cash, oui, nouveau paradigme, évidemment, tout simplement parce que ça découle de ma première réponse, c'est-à-dire que je pense qu'on arrive à l'épuisement des projets politiques qui se sont construits sur l'extractivisme ou le productivisme. En gros, l'idée qu'on pouvait avoir une croissance illimitée et que tout reposait sur cette croissance. De fait, ce n'est pas tenable. Et en fait, cette croissance, moi, depuis ma naissance, la fameuse croissance qui permettait d'avoir la réduction du chômage, elle n'a pas eu lieu. Il y a des pays qui ont obtenu 3% de croissance. C'est l'Australie, mais qu'elle est ravagée par les incendies. Et c'est les États-Unis de Trump, mais c'est évidemment pas le modèle dont on veut. Donc, sortir de ce paradigme qui finalement ne fonctionne pas, n'est plus opérant. Et oui, nouveau paradigme, celui de l'écologie. Ça ne veut certainement pas dire subordonner l'ambition sociale. En fait, l'ambition sociale, c'est l'écologie. C'est vraiment important parce que le productivisme, pour aller vite, ça conduit à maintenir le chlordécone dans les Antilles. Un produit dont on sait qu'il est dangereux, enfin, il faut bien produire. Ça conduit à maintenir l'amiante parce que on sait que c'est dangereux, enfin, il faut bien produire. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la silicose pour les ouvriers dans les mines. C'est aujourd'hui le néonicotinoïde, parce qu'il faut bien produire. Donc, vous voyez, la question sociale, elle est finalement pas si bien traitée par les projets qui ambitionnent et qui dépendent de la croissance, parce que quand il n'y en a pas, tant pis, vous attendrez. Or, elle est consubstantielle de l'écologie, et le récit gagnant, c'est forcément celui d'une convergence. Il faut absolument refuser d'opposer les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Ne pas opposer les marches climat et les marches des gilets jaunes, pour le dire comme ça. Les inégalités sociales et environnementales se conjuguent. C'est les quartiers populaires qui sont les plus pollués. Et même la crise sanitaire d'aujourd'hui nous révèle, c'est une maladie très politique, une crise écologique qui provient de la déforestation, de l'urbanisation. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. C'est une crise écologique liée à la globalisation dont parlait Clémentine Autain. Clairement, c'est une crise capitaliste qui découle du fait qu'on exerce une pression insoutenable sur nos écosystèmes. Et par ailleurs, c'est les politiques libérales d'affaiblissement de l'hôpital des dernières décennies qui font que on est peu outillé pour y répondre. Mais par ailleurs, elles frappent beaucoup plus durement les pauvres. Diabète, surtension artérielle, obésité sont des maladies liées à la pauvreté. Donc, on est sur une crise écologique et une maladie foncièrement politique. Pour nous, l'enjeu, c'est de subordonner l'économie au bien commun. C'est questionner la finalité de l'économie. C'est-à-dire que si on disait, voilà, le gilet jaune des ronds-points, une infirmière, un livreur Deliveroo ou des agriculteurs qui n'arrivent pas à se payer, ils sont exploités par un système, oui, et peut-être qu'ils pourraient ramasser des miettes d'une distribution des fruits de la croissance. Bon. Mais en fait, si on s'en tient qu'à ça, c'est inopérant. Il faut rajouter une question supplémentaire. Là où le mouvement ouvrier historique se battait pour une égale répartition des richesses, oui, nous nous battons aussi, en plus, pour changer la manière dont sont produites les richesses. Considérons que l'exploitation de la nature et celle des humains n'est pas séparable. Et que si on ne change pas la manière de produire, de vivre, de consommer, alors la crise écologique qui vient, eh bien, un peu comme la crise sanitaire d'aujourd'hui, elle frappe évidemment tout le monde, mais elle frappe en premier lieu et plus durement les plus démunis, les plus fragiles, ceux qui n'ont pas les moyens financiers de s'échapper, de se nourrir autrement, de se vêtir autrement. Donc, vraiment, fondamentalement, tirer les leçons de cette crise oui, l'écologie politique, nouvelle alternative, et qui prolonge et renouvelle ces luttes, notamment pour la justice sociale. En fait, pas d'écologie sans justice sociale, c'est évident, je crois que plus personne n'oppose les deux, et je prolongerai en disant
pas de justice sociale sans écologie. Alors Olivier Faure, bon, il y a effectivement ce rapport entre justice sociale et écologie, mais aussi on a entendu Clémentine Autain comme Fabien Roussel tout à l'heure évoquer la critique du quinquennat Hollande et le renoncement à un certain nombre de ruptures qui leur apparaissent essentielles, alors que la crise sanitaire a mis en lumière, peut-être plus que jamais, enfin en tout cas dans la dernière période, les failles du capitalisme. Est-ce que le PS propose-t-il aujourd'hui de dépasser ce système? Alors, bon, la question est ample, hein, mais je vais juste d'un mot revenir sur ce que vient de dire Julien Bayou. Et ce qu'on dit aussi bien dans le débat sur le rapport entre social et écologie. Bien sûr, l'un n'est pas concevable sans l'autre, ne serait-ce que parce que ce sont les mêmes victimes. Ce sont toujours les plus pauvres qui payent la pollution, la malbouffe, etc. Et ce sont toujours les mêmes qui en profitent. Et donc, nous avons un combat qui se porte face aux mêmes prédateurs et qui a les mêmes victimes. Donc, ça suppose effectivement que nous rejoignons nos forces pour pouvoir avancer. Simplement, ce serait faux de laisser penser que la gauche avait comme idéal le productivisme. Nous n'avons jamais porté comme idéal le productivisme. C'était un moyen. Il ne faut pas confondre la fin et les moyens. Jusqu'ici, nous avions d'une certaine façon en partie lié avec le monde capitaliste parce que nous voulions produire, nous voulions de la croissance pour répartir les richesses. Et le débat de l'époque portait non pas sur comment on produit, mais portait sur comment est-ce qu'on redistribue les fruits de la croissance. Nous étions pour un partage plus égalitaire et le monde du capital cherchait au contraire à préserver sa rente. Et donc, c'était ce qui nous opposait les uns aux autres. Mais nous n'avons jamais conçu le productivisme comme un projet en soi. Parce que le projet de la gauche, historiquement, c'est de faire en sorte que les femmes et les hommes de ce pays et même du monde entier vivent mieux. Et pour vivre mieux, dès lors que la question environnementale est introduite parce qu'il y a une finitude du monde et parce qu'il y a une évidence qui nous est apparue aujourd'hui, dès ce moment, nous ne pouvons plus soutenir un projet qui serait un projet productiviste. Donc, il ne faut pas... Enfin, ce serait... Ne nous renvoyons pas à des débats qui ont existé mais qui ne peuvent plus exister, ne serait-ce que parce que l'objectif n'est pas de maintenir le productivisme pour le productivisme, mais d'avoir vécu avec, parce que c'était un moyen de faire en sorte que les gens vivent mieux. Et la réalité de cette histoire du siècle passé, c'est quand même qu'à travers le productivisme, nous avons détruit en partie la planète, et il faut plaider coupable, mais en même temps, plaider non coupable au sens où personne ne le savait. Et ça a aussi permis d'élever le niveau de vie entre ceux qui vivaient à la fin du 19e et ceux qui vivaient à la fin du 20e. Pardon, mais tout ce que nous avons conquis a permis quand même à ces populations de vivre beaucoup mieux. Enfin, parfois, il existe des gens qui comparent, y compris les seigneurs du Moyen-Âge avec les ouvriers du 21e siècle. En termes de confort, il vaut mieux être un ouvrier du 21e siècle qu'un seigneur de la guerre au Moyen-Âge. Donc, tout ça pour dire que ne résumons pas la gauche à ce qu'elle n'a jamais été. Bon, ensuite, je suis interrogé sur la question de la gauche face à elle-même. Et est-ce que le quinquennat de François Hollande a été digne des étapes précédentes, etc. Je me suis déjà beaucoup exprimé sur le sujet. Après l'élection présidentielle, quand je suis devenu premier secrétaire, nous avons opéré ce qu'on appelle un inventaire où nous avons cherché à tirer toutes les leçons du quinquennat de François Hollande. Et d'ailleurs, les critiques étaient déjà venues bien avant. Moi, je me suis battu contre la loi travail, je me suis battu contre la déchéance de nationalité, j'avais proposé la remise à plat fiscale, j'avais demandé à ce que le CICE soit conditionné, ce qui n'a pas été. Tout ça pour dire que ce n'est pas un bloc homogène et qu'il y avait déjà des gens pour s'interroger sur la nature de ce que nous pouvions réaliser. Mais je n'oublie pas non plus que pendant cette période-là, il y a eu une vraie différence avec ce qui se passe aujourd'hui. On dit que Macron est l'enfant de Hollande. Sans doute est-ce vrai au sens où il a été ministre de François Hollande, mais il n'avait pas tous les pouvoirs non plus. Pendant le quinquennat précédent, les parlementaires, d'ailleurs socialistes, mais pas exclusivement, de gauche, ont voté le fait que nous alignions les revenus du capital sur le barème des revenus du travail.
La première chose que Macron a faite, c'est qu'il a éliminé, enfin, qu'il a détruit ce que nous avions fait, en instaurant ce qu'on appelle la flat tax. Nous avions imposé à 75%, même si nous avons été retoqués par le Conseil constitutionnel, mais à 75% les revenus des plus riches. Nous avons séparé, à travers une loi bancaire, les revenus, enfin plutôt les placements qui étaient des placements spéculatifs et les placements de sauvegarde, c'est le monsieur et madame tout le monde. Nous avons cherché à mettre en place au niveau européen des règles prudentielles qui ont limité la casse, même si ce n'est certainement pas suffisant. Nous avons, députés socialistes, plaidé pour augmenter la taxe Tobin, qui existe déjà depuis 2012, mais qui malheureusement est à un niveau insuffisant. Nous avons cherché à introduire là aussi la taxation des taxes intrajournalières. Nous avons été là encore, nous avons gagné face au gouvernement, mais nous avons été retoqués à l'époque par le Conseil constitutionnel. Bref, il ne s'est pas rien fait. Et autant je peux être critique sur ce que François Hollande et son gouvernement et ses gouvernements ont pu réaliser, autant je ne voudrais pas non plus que, à force de laisser penser que tout s'équivaut, on est une espèce de gloubi-boulga qui laisse penser que la gauche et la droite, quand elles sont au pouvoir, c'est la même chose. Non, il y a une gauche qui parfois manque à ses devoirs, et je n'ai pas hésité à le dire à de nombreuses reprises, alors même que je ne suis pas le seul à avoir un parti politique qui a perdu l'élection présidentielle. Il n'y en a qu'un qui a gagné, il s'appelle Emmanuel Macron. Les autres ont perdu. Je suis le seul à avoir fait un inventaire. Je suis le seul à avoir cherché à comprendre quelles étaient les raisons qui avaient fait que nous avions été sanctionnés brutalement. Donc maintenant, ça suppose que tout le monde s'interroge, y compris pourquoi le monde auquel nous aspirons à défendre, le monde populaire, est un monde qui vote pour une large part pour Marine Le Pen, qui a voté pour une large part pour Emmanuel Macron, qui vote pour une large part encore pour les Républicains. Comment se fait-il que Clémentine dise c'est le défaut de gauche qui a conduit à ce que François Hollande ne soit pas candidat et que les socialistes soient battus sèchement à l'élection présidentielle, mais comment l'expliquer alors que c'est quelqu'un qui est plus à droite que nous qui l'a emporté? Ça prouve bien que les questions, elles sont multiples et qu'elles supposent que l'on évite toute forme de paresse à ce sujet et qu'on s'interroge véritablement sur les causes profondes qui font qu'à certains moments, la gauche est en divorce avec une opinion publique qui ne la comprend plus. Justement, c'est un des points qu'on voulait également aborder dans ce débat. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Une question que je vous adresse à tous. Depuis la rupture du Congrès Tour, la gauche s'est au long de son histoire retrouvée autour de grandes victoires. Vous en avez les uns et les autres parlé tout à l'heure. La conquête du pouvoir que vous avez déjà en partie évoqué, mais aussi de nouveaux progrès sociaux, démocratiques, environnementaux, est-elle nécessairement liée pour vous à une mobilisation commune à gauche et le cas échéant, est-ce que cette conquête-là est compatible avec la dispersion qui se profile, notamment dans la perspective de la prochaine présidentielle? Peut-être Clémentine Autain pour commencer. Oui, d'abord je réponds à Olivier Faure parce que ce n'est pas ce que j'ai dit tout à fait tout à l'heure. Je parlais juste du mot gauche qui, dans la dernière période, était associé à cette expérience gouvernementale et que je pense que le terme a été abîmé par cette expérience gouvernementale et que tout le monde doit balayer devant sa porte, ça c'est l'évidence. Et d'ailleurs, pour quiconque me connaît, me suit, je ne manque pas à l'occasion, y compris dans mon propre camp, porter un certain nombre de critiques par rapport aux choix stratégiques, aux choix de fond, mais aussi aux choix stratégiques qui sont opérés. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le fait que nous sommes collectivement dans une situation très difficile et qui est le fruit au long cours. Hein, je veux dire, tout à l'heure, je parlais des échecs du XXe siècle, mais ils pèsent évidemment sur nos épaules. Hein, les différents échecs à l'échelle internationale et européenne, ce sont des histoires qui sont structurelles et qui ne sont pas juste conjoncturelles d'une affaire d'alliance à un moment donné. Enfin, je veux dire, c'est des mouvements qui sont aussi des mouvements profonds
dans la société que nous avons à impulser ou à manier et en tout cas toujours à se battre. Alors pour répondre à la question de Julia plus directement par rapport à 2022 et aux échéances qui nous attendent, moi ma position est connue, hein. Je pense qu'il faut du rassemblement. C'est-à-dire que la question du rassemblement, elle est consubstantielle à notre capacité à gagner. Donc, il faut qu'on y arrive. Le problème qu'on a, c'est que ce que nous avons à rassembler, ce n'est pas simplement entre nous. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement d'arriver à mettre d'accord des états-majors d'organisations politiques ou des personnalités politiques. Ce que nous avons à rechercher, c'est notre capacité à mettre en mouvement dans la société une force à vocation majoritaire, ce qui suppose du rassemblement, parce qu'aucune sensibilité, aucune culture n'a à lui seul la possibilité de battre le pouvoir en place et de contraindre l'extrême droite à reculer. Pour cela, il faut arriver à dégager une martingale que pour l'instant, nous n'avons pas totalement. Alors après, ça n'efface pas les débats qui existent entre nous. Ça n'efface pas les débats et les débats ne sont pas que entre nous, là. Ils sont dans la société. Parce que quand vous regardez le sondage qui a été fait au mois de septembre et qui, moi, m'a beaucoup interpellée, qui teste pour la présidentielle la possibilité, enfin l'hypothèse, évidemment, d'un champ très divisé. Donc, chacun, il va de son 9, 10, 13, enfin, vous voyez. Et puis, on teste une hypothèse rassemblée. Alors, on la teste forcément à partir de personnalités déjà implantées dans le paysage politique. Mais quand c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est celui qui fait le meilleur score, de mémoire, je crois qu'il est à 15%, alors qu'il est à 13% tout seul. Et à gauche, quand on prend l'hypothèse Anne Hidalgo, par exemple, je crois qu'elle passe de mémoire, hein, il faudrait vérifier, mais quelque chose de l'ordre de 10, 11 à 13. Donc, ça veut dire que dans l'électorat, l'idée qui était bien instaurée par Manuel Valls, hein, les deux gauches irréconciliables, je l'ai toujours en mémoire. Donc, l'idée qu'il existerait deux gauches irréconciliables se matérialise, en tout cas à l'heure actuelle, dans ce sondage tel qu'il a été fait. Et ça doit nous alerter. Ça doit nous alerter parce que la question, c'est bien sûr, chacun va vouloir se disputer et espérer que l'autre soit derrière. Ça, c'est une chose. Mais au final, il faut que l'ensemble de l'électorat qui n'accepte pas le pouvoir en place et qui ne veut pas d'un duel entre le pouvoir en place et la menace effrayante de l'extrême droite, il y a qu'il y ait une solution. Qui est quelque chose qui émerge du côté de l'émancipation humaine, du progrès, etc. Il faut que ça émerge, ce projet, cette perspective de transformation sociale et écologiste. Et pour qu'elle émerge, il faut trouver non pas un dénominateur, un petit dénominateur commun entre nous, mais un projet fédérateur dans le pays. Et à mon sens, ce projet fédérateur, forcément aujourd'hui, il est porteur de radicalité. Je ne vois pas autrement, de changement en profondeur. Ça, c'est une première conviction. Et la deuxième, c'est que ce projet, il doit permettre à tout le monde de vivre. Il doit permettre à tout le monde de vivre, à tout le monde d'être respecté. Et là, je pose à mon tour, du coup, une question à Olivier Faure, parce que tout le monde doit faire un effort pour ce rassemblement, et tout le monde, aujourd'hui, mais aussi au pot commun, pour dire voilà comment je pense qu'on peut, dans le pays, constituer des majorités. Mais je ne comprends pas pourquoi le Parti socialiste, par notamment la voix d'Anne Hidalgo ou par la tienne, Olivier, vous avez choisi ces derniers temps de créer une sorte de schisme, enfin je ne sais pas comment on peut dire, oui, de clivage qui rappelle les deux gauches irréconciliables sur l'enjeu de la République. D'abord parce que c'est une insulte aux partenaires, je ne peux pas le dire autrement, c'est une insulte aux partenaires, les propos qui ont été tenus, mais aussi parce que dans la perspective du rassemblement que tu portes, moi je le prends très sérieusement, hein, j'entends, je te suis depuis évidemment très précisément depuis le début notamment de la mandature et je trouve très intéressant les éléments d'aggiornamento, etc. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, si on veut rassembler, il faut faire attention à des gestes, des mots, des clivages qui pourraient figer quelque chose de l'ordre de l'irréconciliable. Merci Clémentine. Avant de me tourner vers Olivier, Julien Bayou, vous êtes d'abord aussi concerné chez Europe Écologie Les Verts par ce que vient de dire Clémentine Autain, mais Clémentine Autain évoquait un sondage. Il y en a un autre qui est paru en novembre. 72% des sympathisants de gauche demandant une candidature commune dans la perspective de la
prochaine présidentielle. Est-ce que c'est un message aussi qui vous parle au-delà de la réaction Écoutez, moi je crois que nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner dans les mois et les années qui viennent. À condition, comme le dit Clémentine, de ne pas instrumentaliser des attentats pour propager des mensonges et oui, c'est indigne, de sous-entendre ou d'affirmer que, au-delà de nos divergences qui peuvent être importantes, mais sur lesquelles on peut discuter, que l'un ou l'autre serait en délicatesse avec la République. Moi, je ne sais pas ce que c'est ne pas être républicain, si c'est monarchiste, islamiste radical ou quoi. Donc ça, je crois que vraiment, je tiens à le redire avec force, instrumentaliser un mensonge comme le fait Anne Hidalgo, parce que notre groupe a voté pour honorer Samuel Paty avec une rue à Paris, instrumentaliser un mensonge dans ce contexte-là pour tenter de coller une cible dans le dos d'un partenaire, je ne comprends pas à quelle logique ça fait référence, mais c'est certainement la pire manière de s'y prendre si on voulait travailler ensemble à des victoires demain. Et j'ose espérer, je ne mélange pas Hidalgo avec le reste des socialistes, et j'ose espérer bien sûr que ça ne représente pas la pensée des socialistes et qu'on pourra, Hidalgo reviendra dessus et qu'on pourra travailler à réparer ensemble cette République. Moi, je crois qu'on peut gagner. Je reprends, mais je ne peux pas dire à quel point c'est une insulte à l'ensemble des écologistes et laisser passer cela. Et je sais qu'Olivier, pour le coup, parce qu'on en a échangé, mais peut-être tu répondras, mais tu n'es pas forcément sur cette ligne-là. Bon, nous, les écologistes, en fait, nous, on a un peu esquissé différentes stratégies. On a soutenu un candidat social-démocrate en 2012. Ça n'a pas fonctionné. On a même, et je crois qu'on est les seuls dans l'histoire de la Ve République, retiré une candidature en cours de route en 2017, parce que nos idées avaient triomphé chez le voisin. Pour le dire comme ça, Benoît Hamon avait gagné avec nos idées la primaire du Parti socialiste. Moi, il y a des gens qui m'appelaient, des journalistes qui m'appelaient le lendemain, pour dire « mais vous aussi, vous soutenez le revenu universel ou la lutte contre les perturbateurs endocriniens ». C'était assez perturbant. L'important, c'était que les idées progressent. Nous avons fait cet effort. On l'a payé très cher. Je ne vous recommande pas, hein, mais c'était la bonne chose à faire. Aujourd'hui, nous disons, il n'y a pas d'histoire d'arrogance, d'hégémonie, de machin, etc. Nous disons, nous affichons une détermination sans faille sur l'écologie et le projet écolo. Point. Et je dois constater vraiment que les points de convergence sont nombreux. Des libertés publiques, l'article 24, l'ensemble de la loi sécurité globale, je crois, nous réunissent pour affirmer que celui qui se prétendait le garant de nos libertés est en fait le fossoyeur. Hein. Emmanuel Macron vote avec Marine Le Pen des dispositions qui nous menacent toutes et tous, syndicalistes, écologistes, militants politiques en premier point. Sur la laïcité, je veux croire qu'au-delà de basses manœuvres politiciennes, nous retrouvons avec le Parti radical de gauche, qu'on pourrait d'ailleurs citer, sur la loi de 1905, évidemment ces différents amendements, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905, une loi de liberté, y compris de culte, pour permettre à nos concitoyens musulmans de pouvoir vivre sereinement en République. Je crois que c'est important de le dire. Et évidemment, aucune espèce d'ambiguïté vis-à-vis de l'islamisme radical ou à cet égard de tous les prêches anti-républicains. La loi 1905 prévoit, et depuis fort longtemps, le fait de pouvoir sanctionner tous les discours anti-républicains. À l'origine, c'était les catholiques intégristes. Ça s'applique à tous les prêches anti-républicains. Je crois que sur les institutions, sur la 6e République, sur le fait finalement d'instaurer une démocratie des concernés, la participation effective de toutes et tous aux affaires qui les concernent, là encore, on pourrait, je crois, trouver beaucoup de points de convergence. Je reprends, et je ne verrai pas mais tout ce qu'a dit Fabien Roussel sur le loyer de l'argent et la place faite au capitalisme, la folie de la spéculation financière, tout ça, là encore, je crois, nous relie, donc sur la fiscalité évidemment, et même sur la question européenne, donc que pointait Clémentine Autain. Et c'est vrai qu'en 2017, ça a été un vrai point de désaccord. Et écoutez, tous les cadres ont explosé
si on est un peu, parce que là on est entre nous et on peut se parler de bonne foi, nous disions et nous disons, nous pouvons faire de la politique dans les traités. Et il y en avait d'autres, Jean-Luc Mélenchon en tête, qui disaient, les traités conduisent forcément à l'austérité et on ne peut pas faire de politique dans les traités. Je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Ce que je sais, c'est que le cadre que nous critiquions ensemble de l'austérité a explosé. Puisque là, pour le coup, il y a plus, enfin, c'est même plus, on ne sait même pas quelle échelle adopter, tellement on ne compte même plus en milliards, ni même en centaines de milliards. Et que même aujourd'hui, dans les cercles les plus établis et conservateurs, se pose la question de l'annulation de la dette par la Banque centrale. Donc, vous voyez que je crois que ça doit nous libérer de ces clivages qui ont fait fracturer la gauche et les écologistes en 2017 et qui aujourd'hui pourraient permettre de se mettre autour de la table et travailler autour d'un accord ambitieux. Là, pour le coup, je rejoins à 100% Clémentine Autain. Cet accord, il doit être ambitieux, radical, redonner du tranchant, de la saveur, de la couleur aux notions de liberté, d'égalité et de fraternité. Je développe un peu, si j'ai pas droit à 1 minute. Cette coalition des partis, elle est nécessaire. Ouais, donc je fais très court. Cette coalition des partis, elle est nécessaire, mais pas suffisante. On n'y arrivera pas seul. Et on parle de congrès de Tours. Moi, j'aimerais parler de la charte d'Amiens. Si on reste sur une logique où les organisations syndicales et associatives progressistes restent dans leur coin et laissent les partis faire, on n'y arrivera jamais. Les organisations conservatrices et réactionnaires, elles choisissent. Et ne pas choisir de candidat ou de campagne politique, c'est politique. Et donc, on a un vrai enjeu, une véritable implication des mouvements syndicaux associatifs pour finalement venir nous aider à faire le coup de boutoir et remporter ces élections. Finalement, c'est un peu ce qui s'est passé en 1936. On avait un accord de différents partis et la puissance, la mobilisation, l'enthousiasme populaire a fait déborder cette énergie et a amené le Front populaire bien au-delà de son programme initial. Et je crois que c'est ça qu'on doit se donner comme. Merci Julien Bayou. Alors Olivier Faure, je vous invite évidemment à réagir à ce qui vient d'être dit, mais il y a aussi cette question de la participation qu'évoquait à l'instant Julien Bayou. Au-delà des organisations syndicales et associatives, on a vu le niveau de l'abstention lors des derniers scrutins et une implication très difficile des classes populaires en particulier. De ce point de vue-là aussi, comment agir ? Tout simplement, enfin, moi, d'abord, il y a beaucoup de, bien sûr, il y a des points de divergence et je vais y revenir, mais il y a aussi beaucoup de points de convergence. Et comment est-ce qu'on convainc aujourd'hui? Déjà, on va commencer par dire ce qui ne convainc pas. Ce qui ne convainc pas, c'est d'avoir des partis qui parlent en permanence de la crise des autres, mais qui ne regardent pas leur propre crise. Et en fait, aujourd'hui, sur le terrain économique, sur le terrain social, sur le terrain sanitaire, la crise, c'est la crise d'un modèle, le modèle libéral. Mais la crise politique, elle est chez nous. Parce que nous sommes en train de nous parler, en fait, de rassemblement, mais si je comprends bien tout ce qui se raconte, Clémentine a déjà un candidat à l'élection présidentielle, Julien a déjà un calendrier pour aboutir à un candidat à l'élection présidentielle, et le Parti communiste avec Fabien considère que ce ne serait pas une surprise que d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. Alors que au fond, il n'y a pas une candidate à la présidentielle, Olivier. Il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de calendrier fixé pour désigner qui que ce soit au Parti socialiste avant la fin de l'année. Je veux donner toutes ces chances au rassemblement. Et bien sûr, si nous n'y arrivons pas, il y aura un candidat ou une candidate socialiste à l'élection présidentielle. Ça, c'est une évidence. Mais je fais tout pour que, en fait, jusqu'à la fin, on se donne les moyens d'aboutir à un candidat ou une candidate commune. Donc, et si on devait parler des socialistes, il n'y en a pas un, il y en a 4 ou 5 qui sont pour l'instant en train de chercher à tenter leur chance. Très bien. Enfin, la réalité, c'est que le Parti socialiste lui-même n'a pas de calendrier pour ça parce qu'il a choisi d'aller jusqu'au bout de la démarche de rassemblement et on verra si c'est possible ou si ça ne l'est pas. Donc, le paradoxe d'avoir aujourd'hui une invitation presque… Enfin, on a tous écrit sur le monde d'après en s'appuyant sur le fait que le monde d'aujourd'hui, celui d'Emmanuel Macron, celui des libéraux, est un monde qui est en échec permanent. Et la tristesse de cette histoire, c'est qu'on le dit, on dit que c'est terrible d'avoir Emmanuel Macron au pouvoir, mais on se comporte tous de telle manière que finalement, il y a quelque chose qui devient presque inéluctable. C'est le retour du duo Le Pen-Macron avec
le risque que Marine Le Pen finisse par être désignée, par être élue présidente de la République, et si elle ne l'était pas, de voir un second mandat d'Emmanuel Macron qui nous promet déjà la réforme des retraites, etc., etc. Enfin, tout empire. Donc, on voit bien que notre responsabilité, elle est immense. Alors, du coup, ça m'amène à poser la question que vous m'avez posée sur est-ce que nous sommes irréconciliables? Je ne le crois absolument pas. Moi, je n'ai jamais pensé une seule seconde que les gauches étaient irréconciliables. Est-ce qu'elles ont des désaccords? Oui, elles ont aussi des désaccords. Est-ce que bâtir un accord, un contrat de coalition, ça suppose pour les uns de devenir ce que sont les autres? Je ne le crois pas non plus. Je ne pense pas que Clémentine doit devenir socialiste, que Julien doit devenir insoumis, que je dois devenir communiste. Je pense que nous avons tous nos spécificités et qu'il n'est pas anormal dans ce débat que nous nous appelions les uns et les autres à ces formes de clarification. Il y a des clarifications qui ont été exigées du PS. Depuis tout à l'heure dans le débat, vous avez exigé de moi, faites savoir si j'étais vraiment de gauche, pas assez de gauche, est-ce que j'étais complètement Hollande, un petit peu à côté, etc. J'essaye de vous répondre, de vous dire où je suis, comment je nous place, comment je nous sens. Et donc, il n'est pas anormal que dans un débat, on puisse dire à un certain moment qu'on demande des clarifications. Quand j'ai, il y a bien longtemps, demandé des clarifications à Jean-Luc Mélenchon sur la question républicaine, je l'ai fait parce que Jean-Luc avait une rhétorique qui me déplaisait fortement quand il assimile Marianne ou Charlie Hebdo à Valeurs Actuelles, laissant penser que des journaux dont on peut contester la ligne éditoriale, bien sûr, qui sont bien sûr contestables, mais les assimiler à l'extrême droite en disant que c'est la même chose que Valeurs Actuelles, que c'est la même ligne, ça non, 100 fois non. C'est impossible de glisser sur ce terrain-là. Et donc c'est pour ça que je lui dis, Jean-Luc, toi qui as été socialiste, qui as été un grand républicain et un laïc convaincu, j'aimerais que parfois tu nous dises où tu t'y situes toi-même. Voilà, moi je ne donne de leçon à personne. Je ne suis pas en train de dire qu'un tel n'est pas républicain, etc. Je dis simplement que je voudrais que toute la gauche dise ce qu'elle est ensemble. Et pour moi, le bon endroit, c'est la République, c'est la laïcité, et sans aucune compromission avec qui que ce soit, parce que je pense que dans un moment comme celui que nous vivons, on a besoin de repères clairs et que la laïcité est un moyen de protéger celui qui croit comme celui qui ne croit pas. Et c'était dit par Julien à l'instant, l'article 31 de la loi 1905 est très clair sur cette possibilité pour chacun d'être défendu, et c'est une loi de liberté, d'avoir la liberté de conscience. Oui, mais je m'en veux de t'interrompre. Mais je disais, puisqu'on t'a rassuré, tu peux donc cesser de demander des gages sur le sujet. Non, mais moi, je ne demande aucun gage. En fait, d'abord, moi, je n'ai aucun doute sur le fait que chacun de ceux qui s'expriment ici sont tous des républicains convaincus. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a chez chacun d'entre vous la volonté de préserver la liberté de conscience et que vous êtes tous des laïcs. Mais ça n'empêche pas que dans nos mouvements respectifs, et c'est valable aussi chez les socialistes, il y a eu des doutes, il y a eu des moments d'hésitation, il y a eu des moments de flottement qui étaient liés au fait que nous avons, je n'ai jamais employé le terme islamo-gauchiste par exemple, mais il y a une évidence au fait que pour beaucoup d'entre nous, il y a eu un moment, une assimilation entre la religion musulmane et le sort fait aux minorités, aux opprimés, et que ça nous a amené, pas forcément nous ici, mais enfin, nous a amené dans nos formations respectives à parfois être finalement plus tolérants par rapport à y compris des formes radicalisées de l'islam que nous l'étions par rapport à l'Église catholique. C'est une réalité qui est constatable dans les collectivités, ça a été le cas partout, dans les débats qui ont été initiés par les uns, par les autres, par une forme parfois de tolérance par rapport à ce que nous n'avons jamais toléré dans notre histoire auparavant. Et donc, ça demande que nous avancions dans une forme de clarté. Je ne le dis pas pour condamner les uns les autres, c'est simplement parce que si nous ne sommes pas clairs, ce n'est pas moi qui nous condamnerai. En fait, c'est l'opinion publique qui nous condamnera, qui nous dira que nous sommes ceci ou cela et qui nous placera hors du camp républicain, ce qui est un paradoxe. C'est d'avoir aujourd'hui Marine Le Pen ce matin encore sur Inter, qui nous fait maintenant en fait un espèce de procès à la gauche sur son incapacité à penser la République, sur sa capacité, elle inverse complètement les polarités. Elle qui n'a jamais été républicaine, elle qui s'est toujours battue pour l'exclusion des uns et des autres, nous explique aujourd'hui que ce sont les antiracistes qui sont devenus racistes et que elle, par contre, elle est celle qui incarne le centre de gravité républicain français. On est chez les uns. Bon, ça suppose que chacun d'entre nous avance dans la clarté et qu'on puisse se retrouver sur ce sujet comme sur les autres.
Alors, à propos du Rassemblement national, on va arriver au terme. C'est pour ça que je me permets un peu d'intervenir. Mais Fabien Roussel ne s'est pas encore exprimé sur cet aspect, la question de la conquête du pouvoir, de la participation citoyenne. Olivier Faure évoquait à la fois un paradoxe tout à l'heure, mais aussi la question du RN, dont la victoire n'est plus un simple épouvantail, mais désormais une hypothèse malheureusement sérieuse. Est-ce que ça confère à la gauche une responsabilité supplémentaire, Fabien Roussel? Ah oui, parce que là, la question, c'est comment on regagne le pouvoir. Mais d'abord, pourquoi faire? Et ensuite, pour regagner le pouvoir, on voit bien qu'il faut d'abord aller conquérir les cœurs de tous nos concitoyens qui n'ont plus cœur à aller voter et qui ne votent plus. Voire certains qui ont décidé de voter pour l'extrême droite. Et il y en a à gauche qui sont tombés dans ce travers-là, ils sont une minorité, et il y en a quand même. Et donc, le véritable enjeu, c'est d'aller redonner envie à nos concitoyens de s'en mêler, de s'engager, que ce soit dans des combats, dans la lutte aujourd'hui, ou que ce soit dans les urnes au moment des élections et de faire des choix importants. Parce que la gauche aujourd'hui, elle ne souffre pas de sa désunion, elle souffre surtout de sa faiblesse globale. Elle est considérablement affaiblie. Comme le disait Clémentine, on peut additionner les scores de chacun, ça ne fait pas une majorité. Hein. Jamais on n'arrivera à conquérir le pouvoir comme ça. Il n'y en a pas un parmi nous qui peut dire je vais y arriver tout seul, quand bien même c'est au nom du peuple. Hein. C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il est important pour chacune des forces ici réunies et d'autres d'aller réussir à convaincre beaucoup plus de nos concitoyens de s'engager. Or, la gauche, elle est diverse. Moi, Clémentine, Olivier, Julien, Jean-Luc, Adrien, ce ne sont pas des adversaires, ce ne sont pas des concurrents. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Et ces différences, on doit en faire une richesse. On doit pouvoir additionner tout cela pour pouvoir demain former, je le souhaite, un jour, une majorité avec un projet. Donc je reviens sur le pourquoi faire. Une majorité pour changer profondément la vie de nos concitoyens. Ceux qui espèrent que ça change et puis convaincre à ceux qui n'espèrent plus que ça peut changer. Il y a un manque d'alternatives, il y a un manque d'espoir. C'est ça qui manque aujourd'hui. Les gens ne vont plus voter parce qu'ils n'y croient plus. Comment on leur donne envie encore d'y croire? Donc moi, ce que j'attends, c'est qu'on ait demain une force, un programme, des idées qui disent, nous, demain, au pouvoir, eh bien oui, nous commencerons par augmenter le SMIC tout de suite et nous nous engageons sur la stricte parité des salaires pour que les hommes et les femmes gagnent pareil. Nous donnerons plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises. Nous nous engageons à relocaliser l'activité industrielle partie ces dernières années pour la relocaliser en France et produire de nouveau en France et reconquérir une souveraineté économique et produire différemment de telle sorte qu'on produise mieux et qu'on s'émancipe au travail, qu'on s'y épanouisse et que l'on produise en France pour répondre à des besoins, pas pour le plaisir de produire, et que l'on produise en France en respectant la biodiversité, l'environnement, les ressources naturelles, et donc que l'on remette en cause complètement les modes de production actuels. Donc on est demain un programme, un projet, une équipe qui disent cela, nous allons le faire, nous allons développer les services publics, ceux qui existent aujourd'hui, qui ont été malmenés par les politiques libérales européennes, l'école, la santé, les transports, nous allons leur redonner des moyens et embaucher dans ces services publics, et nous allons créer de nouveaux services publics pour la filière énergétique française, pour la petite enfance, pour le logement, pour l'eau, la production, la distribution de l'eau. Il y a des chantiers immenses à ouvrir. Si on veut tenir nos engagements climatiques, quand est-ce que l'on va dire que c'est possible de rénover 700 000 logements par an? C'est une urgence et climatique, mais c'est aussi un besoin immense pour des milliers, des millions de nos concitoyens, tellement ça coûte cher de se chauffer. Or, c'est une réponse que l'on peut faire et qui répondra à la double exigence du climat et du pouvoir d'achat. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, il faut former pour cela. Et il faut y mettre des moyens financiers importants. On ne va pas demander aux gens de le payer sur leur denier, ou alors il va falloir tripler les salaires.
pourquoi pas, vous me direz. Mais tout ça, ça s'engage et on doit montrer comment on le fait, comment on le finance. Au final, il faut avoir une équipe, une majorité, une force politique qui disent, et nous allons le faire, nous allons nous y engager à garantir un salaire, un emploi, des droits nouveaux pour chacun dans son lieu de travail, dans la vie. Et nous nous y engageons clairement. Nous allons reprendre le pouvoir à l'argent. Nous allons nous attaquer au mur de l'argent pour changer radicalement nos vies. Nous allons rompre avec ce système économique qui privilégie la rentabilité à court terme, à tout prix, au détriment de l'émancipation humaine, au détriment de la dignité, du respect de la dignité humaine. Nous, c'est ce combat-là que nous voulons engager avec obstination, avec enthousiasme, mais en tout cas, on veut y aller. Et nous pensons que nous avons un rôle à jouer pour reconquérir justement les cœurs, la mobilisation, l'envie de tous ceux qui ont été dégoûtés, déçus par la gauche ces dernières années. Nous voulons redonner cette envie de s'en mêler, de s'engager, et c'est pour ça que nous réfléchissons effectivement de quelle manière nous pouvons apporter cette contribution, et notamment lors des échéances de 2022, parce que si en 2022, on y va sans porter un espoir, sans montrer qu'il est possible de changer radicalement nos vies et de rompre avec ce système, eh bien, on n'arrivera pas à convaincre les électeurs, notamment les électeurs de gauche, de retourner aux urnes. Il faut véritablement avoir un programme de rupture et montrer que c'est possible en même temps. C'est ce que nous espérons pouvoir porter lors des prochaines échéances, parce que l'élection présidentielle, elle sert à ça. Elle ouvre un débat sur le pays pour les grandes transformations apportées pour notre pays dans les 5 ans qui viennent. Les élections régionales et départementales, ce sont d'autres élections, des élections où le mode de scrutin d'ailleurs permet de nous rassembler sur des listes et porter ensemble un projet, des propositions qui peuvent aussi là transformer de manière importante les conditions de vie des salariés dans les régions et dans les départements à travers les élections départementales. Je n'en dirai pas plus parce que mes camarades de classe ont beaucoup parlé avant moi, mais c'était très enrichissant d'échanger entre nous et on devrait le faire plus souvent. D'ailleurs, on le fait de temps en temps, mais faisons-le plus souvent, ça nous fera du bien. Et ça fera du bien à tous ceux qui espèrent nous voir plus souvent ensemble. Mais c'est un vrai plaisir. On a en même temps beaucoup de choses à partager. Merci Fabien, on arrive effectivement au terme du temps de débat dont nous disposions. Nous sommes tout à fait ouverts à accueillir à nouveau, comme le suggérait Fabien, ici à l'Humanité, de nouveaux échanges à gauche, bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a de multiples questions que nous n'avons pas pu aborder, ou en tout cas aborder assez en profondeur. En attendant, je vous remercie tous les uns et les autres de votre participation. Vous pourrez retrouver également cette table ronde dans notre magazine L'Humanité Dimanche. Donc, à très bientôt et merci encore. Merci Julia. Merci, à bientôt. Merci. Merci à tout le monde.